Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous savoir avec nous dans le Saré ce samedi. Nous évoquons un sujet qui concerne tous les parents lorsque leur enfant commence à prendre de l'âge. Est-ce que nous devons inscrire notre enfant à l'école à 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans? Nous avons vu des cas tout à fait surprenants. Alors, nous avons sur notre plateau quelqu'un qui est aguerri pour nous expliquer exactement à quel âge est-ce qu'il faut commencer l'école. Nous en parlons dans un instant avec elle. Bonjour, ma très chère. Ma très chère, bonjour. Bonjour à vous, téléspectateurs de Canal 2 International. La course pour l'école, un sujet qui interpelle les uns et les autres. Et donc, un sujet qui interpelle particulièrement notre invitée parce qu'elle a débattu là-dessus. Elle a tenu des séances, justement, de débat avec des femmes sur ce sujet-là. On en parle avec elle, on la présente dans un instant. Elle s'appelle Madeleine Lobet, elle est psychologue, mais elle est également enseignante. Bonjour. Bonjour Clarence, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais Soyez détendus. Hein, et moi je m'appelle Jeanne Alice. Jeanne Alice. Alice. Voilà. Donc comme lors des causeries éducatives, hein, je vous ai souvent entendu parler de ce sujet. On ne doit pas inscrire les enfants à un certain âge, il faut plutôt les inscrire à un autre âge. Quel est l'âge indiqué? En fait, l'âge indiqué pour inscrire un enfant à l'école au niveau de la maternelle, c'est 3 ans pour la petite section, 4 ans pour la moyenne section et 5 ans pour la grande section. Et au niveau du primaire, c'est 6 ans. Dans le primaire, nous pouvons encore accepter les enfants de 5 ans. Oui. Voilà l'âge. Mais pourquoi est-ce qu'à la maternelle, justement, on retrouve des enfants qui ont 1 an et demi? Nous, on a vu des cas comme ça, des enfants qui ont 1 an et demi et qui sont à la maternelle. Comment on fait pour les accepter? En fait, il y a d'abord, au niveau des parents, les parents ne comprennent pas les conséquences graves de l'instruction précoce. Et en plus, les enseignants ne peuvent pas laisser passer une occasion, par exemple, d'avoir un peu de sous, parce que les enseignants, je pense, qui ont appris la psychologie de l'enfant, les conséquences d'une instruction précoce, connaissent parfaitement les conséquences de cette instruction précoce. Ils devraient, oui, madame. Les enseignants devraient en principe refuser catégoriquement. Il y a d'un autre côté les parents qui mentent sur l'âge de leurs enfants. Ils peuvent déclarer l'enfant à 3 ans alors que l'enfant a 2 ans. Mais est-ce que l'enfant n'a pas d'acte de naissance? Comment on peut mentir sur l'âge d'un enfant alors qu'on doit apporter des pièces légales? Il arrive que au niveau des examens, on nous présente un autre acte en disant que voilà, j'avais réduit l'âge de l'enfant parce que je ne voulais pas qu'il ait du retard. Donc il y a des parents qui s'amusent à réduire, à augmenter l'âge de l'enfant tout simplement pour que l'enfant soit accepté à l'école. Alors, Madeleine Lobet, vous, en tant que psychologue, vous trouvez que c'est un inconvénient, la scolarité précoce, mais il y a des parents qui trouvent que c'est un avantage pour un enfant qui démarre tôt, donc qui a son baccalauréat à un certain âge, 15 ans, 14 ans même des fois. Alors, vous trouvez que c'est à tort que ces parents se vantent des exploits d'un tel enfant? C'est à tort. Je vais d'abord commencer par pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas inscrire un enfant très tôt à l'école. Déjà, à l'âge de 3 ans, avant l'âge de 6 ans, la maturation céphalodistale, parce qu'il y a 2 types de maturation chez le nouveau-né. La première maturation, c'est la maturation céphalo-caudale, de la tête aux pieds. Dès que le bébé... C'est mieux qu'on l'explique comme ça, parce que quand c'est céphalo... De la tête aux pieds. Dès que l'enfant naît, l'enfant commence à lever la tête, il lève le buste, il s'assoit, il va marcher. Cette maturation, à l'âge de 3 ans, est presque terminée. Mais la maturation de la tête à la main, qu'on va appeler la maturation céphalodistale, n'est pas encore terminée. Elle n'est pas terminée parce qu'il y a la mise en place d'une substance qu'on appelle la myéline, responsable du transport de l'information des extrémités vers le cerveau et du cerveau vers les extrémités. La mise en place de cette myéline-là n'est pas encore terminée. Donc en fait, si on l'inscrit très tôt,
l'information pourra arriver juste à moitié. Non. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que c'est un processus naturel qui est mis sur pied par la nature, que nous devons respecter. Nous ne respectons pas ce processus-là. Nous envoyons l'enfant à l'école. Déjà à cet âge, les activités que l'enfant devrait suivre, par exemple dans une école normale, c'est beaucoup plus des activités d'éveil et non les activités d'acquisition de connaissances. Mais on assiste à la maternelle, par exemple, à la première section, à la petite section. Autant pour moi, on commence à apprendre l'écriture à un enfant, la lecture. Non, il ne faut pas. Donc c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et sur le plan psychologique, l'enfant a une perception qu'on appelle une perception syncrétique. L'enfant voit des choses très floues, de manière très floue, et même ne perçoit pas les détails. Donc il faut laisser que l'enfant atteigne l'âge de la maturité. On en reparle, Madeleine Dobet. Le temps de regarder ce reportage, nous vous avons demandé, à vous, parents bien sûr, quel est l'âge idéal pour envoyer l'enfant à l'école? Quel est l'âge idéal de la scolarisation? Est-ce qu'on peut parler de scolarisation précoce à moins de 3 ans? Regardez le reportage. Le débat autour du début de la scolarisation au Cameroun est presque inexistant. Et pourtant, d'après des expériences du corps enseignant, on devrait en parler et de façon sérieuse. On apprend aux enfants à sortir. Le peu de temps qu'il part de la classe pour dehors, il peut bien se réveiller, il peut. Mais tout ça peut jouer. Il est grippé les 2 ans là, tu vas avoir les grippes constantes. Ça ne va pas finir. Quel que soit ce que tu fais, même sur n'importe quel pédiatre, parce qu'il sort au matin de froid. Il est même dans sa tête là, ses heures de sommeil ne sont pas bien comblées. Il arrive en classe, en détresse, parle tellement fort. Il arrive à trouver un environnement, il est seul, tu vois, dans la maison, mais il retrouve ici 100 élèves. Il n'a pas eu l'habitude d'avoir les gens. Où il va passer autant à jouer? Du côté de la grande majorité des parents rencontrés, l'âge idéal du début des classes est de 3 ans et cela se justifie. Elle a 3 ans, elle parle bien, elle s'exprime bien. Je ne sais pas si c'est si tôt. À 3 ans, c'est pas si tôt. Il continue de manger, il bavard, et lorsqu'il regarde la télé, il est toujours de bavarder. L'école, c'est un milieu de socialisation. Pour d'autres, pas besoin d'attendre lorsqu'il est possible d'anticiper. À partir de 1-2 ans, l'enfant parle déjà et il doit aller à l'école pour être avec les autres et savoir apprendre à lire, à écrire. On choisit souvent de les envoyer aussi un peu tôt. Comme ça, ça permet à ce qu'ils se frottent aussi avec leurs camarades. Et pourtant, l'âge légal d'admission à la maternelle est de 4 ans révolus pour la moyenne section et 5 ans pour la grande, soit 3 ans pour la petite section. Mais les parents ne l'entendent pas de cette oreille. Les parents qui viennent à l'école avec des enfants en âge non recommandé, je ne refuse pas qu'ils ne viennent pas, mais je leur parle des conséquences d'envoyer cet âge à l'école. D'où, comme dans mon école, je ne les accepte pas, mais parfois, les parents insistent. Et quand une telle situation arrive, je suis l'arrêté ministériel qui autorise les 2 ans à la prématernelle, 3 ans pour la petite section et la grande section entre 4 et 5 ans. En deçà de cet âge, je n'accepte pas l'enfant dans ces classes. Alors, je me rassure que je suis en marche avec les normes gouvernementales. À la maternelle, une classe est supposée avoir 20 enfants. À la session anglophone, on a 2 enseignants et pas plus. Les parents préfèrent les mettre à l'école pour plusieurs raisons. Parfois, on manque de ménagères et aussi, on préfère que l'enfant se socialise avant d'entrer même à l'école. En deçà de 3 ans donc, la place de l'enfant se trouve à la crèche. Mais dans certaines salles de classe, nous avons vu gambader des enfants d'1 an et demi. Nous n'inscrivons pas les enfants de moins de 3 ans à la prématernelle parce qu'il n'y a pas de chambre pour les enfants de 2 ans à l'école. La maternelle débute à 3 ans car à cet âge, l'enfant peut marcher, écouter
Il peut bien voir, il peut réagir. Or, à moins de 3 ans, l'enfant est encore bébé. La loi sur l'orientation de l'éducation au Cameroun précise que cette éducation a pour mission la formation de l'enfant en vue de son épanouissement intellectuel et son insertion harmonieuse dans la société, en prenant compte des facteurs économiques, socio-culturels, politiques et moraux. Alors, dans la rue, les parents nous disent envoyer leur enfant à l'école à 2 ans et demi, 3 ans. Ne l'avoue pas facilement. Ils ne l'avouent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avoue pas, justement? C'est quand même à s'interroger. Ni dans les écoles, ni les parents. C'est les enseignantes qui nous ont soufflé cet enfant à 1 an et demi. On ne l'avoue pas parce que ce n'est pas légal. Ce n'est pas du tout légal et nous savons pertinemment que nous détruisons les enfants. Mais comment ça on détruit les enfants? Parce que dans la perception justement de ces mamans, c'est de pouvoir anticiper sur les choses. Dès qu'il peut prononcer quelques phrases. L'enfant peut déjà dire je veux faire pipi, comme une maman l'a déclaré. On peut l'envoyer à l'école. De toutes les façons, qu'est-ce qu'il fait à la maison? C'est ce qu'elle demande. En fait, quand l'enfant parle, c'est pour réagir par rapport à son environnement. L'enfant doit s'adapter à son environnement. Et qu'est-ce qui permet de percevoir cette adaptation? C'est la réaction aux stimuli qui se présentent. L'enfant doit parler, l'enfant doit s'exprimer, mais l'enfant n'est pas encore en mesure d'avoir des connaissances. Donc, il est anormal. Il faut que le processus normal de maturation chez l'être humain suive son cours et non qu'on l'enfreigne. Alors, peut-il être dégoûté de l'école si on le scolarise très tôt? C'est l'une des conséquences de la scolarisation précoce. Le dégoût de l'école, la phobie des milieux publics, les angoisses. L'enfant peut développer pas mal de maux. Et cela se justifie par quoi? Par le fait qu'on ne lui ait pas laissé assez de temps pour grandir? Déjà, la petite enfance, la période où on enlève l'enfant dans son milieu, le milieu de sécurité qui est la famille pour l'envoyer à l'école, l'enfant, pendant cette période, sa personnalité est en train de se structurer. Il faut que l'environnement soit stable sur le plan émotionnel. On enlève l'enfant de cet univers et le plonge dans l'univers agressif de l'école. L'enfant développe pas mal d'angoisse et peut être amené à refuser l'école. Alors moi je pose la question d'une maman. Mon fils est allé à l'école, enfin c'est juste un cas de figure, hein, c'est pas que c'est vrai. Mon fils va à l'école, le premier jour il est très content d'y aller, le deuxième jour il est moyennement content, le troisième jour il veut pas y aller du tout. Est-ce que là, on va dire que c'est parce qu'il a, enfin, je dis mon fils a 2 ans et demi, est-ce que c'est parce qu'il a 2 ans et demi ou c'est parce que c'est conforme au comportement de tous les enfants, qu'il ait 2 ans et demi ou 3 ans? Généralement, le problème se pose le premier jour. Le premier jour, l'enfant peut pleurer, l'enfant peut refuser, s'adapter après. Mais si le comportement change, ça dépend des frustrations qu'il a rencontrées dans le milieu scolaire. Donc ce n'est pas toujours parce qu'il est trop jeune? Pas du tout. Les conséquences de l'éducation précoce vont se faire ressentir un peu plus tard. Un peu plus tard, pas tout de suite là. Tout de suite, il est entraîné par les jeux, il peut être entraîné par le mieux, mais plus tard, son corps, sa personnalité va réagir par rapport à cette précocité-là. Alors, ma très chère, on va parler d'autre chose, de l'encadrement de ces jeunes enfants, justement. Oui, parce que pour certains parents, c'est l'occasion également de pouvoir, on parle souvent de crèches, de pouvoir les garder quelque part, ou en même temps, ils profiteraient de quelques instructions, parce qu'ils n'ont pas parfois le temps de pouvoir s'en occuper eux-mêmes. Du coup, l'école, la maternelle, la petite maternelle semble être le lieu idéal pour pouvoir recevoir ces enfants. Le reportage nous en dira plus. Pour tenir une classe de maternelle, toutes les maîtresses s'accordent là-dessus. Il faut être maternelle. La façon dont on encadre l'enfant l'aide à grandir physiquement, mentalement et moralement. Les enfants de la maternelle sont très fragiles. Ils sont encore trop jeunes. Il est difficile
de les séparer de leurs parents, alors nous avons nos méthodes pour les rapprocher de nous. Car quand tu les amènes à l'école, la distance entre l'école et leurs parents est trop longue, d'où certains ne sont pas contents de laisser leurs parents. Mais la maîtresse de la maternelle doit être cette personne qui se soucie, capable de savoir ce que veut l'enfant à tout moment. J'ai une fille qui m'a dit, elle au Canada maintenant, ma maman ne rit jamais depuis, et pourtant maman souriait tout le temps. Donc il y avait un problème dans ce couple qu'on a caché aux enfants depuis. C'est classique. Quand le parent s'est rendu compte que c'est le moment de dire aux parents que papa viendra constamment, il n'était pas là et tout. Les enfants ont retrouvé le sourire. Ces petites confessions, chacun des 30 élèves de la classe doit pouvoir les faire entendre à la maîtresse sans que celle-ci ne se lasse. In a nursery session, a teacher is entitled to have at least 20 pupils. A bilingual section, you have 2 teachers per class. So a teacher is entitled to have at least 20 pupils per class. We don't think about that. The way you interact with the child helps that child to grow mentally, physically and morally. Lorsque les enfants prennent confiance, l'enseignant se doit un grand sens de l'observation. Elle-même, garante de la qualité de l'éducation. Les 2 parents sont-ils sur place? Vit-il avec une tante? Parce que tout ça compte sur l'épanouissement de l'éducation d'un enfant. Tu peux prendre ton petit bébé là, tu l'envoies chez ta soeur. Le fait seulement qu'il est parti là-bas, il se bloque, il a un refus. Il accepte l'âge de la classe, mais il est bloqué. J'ai eu un parent l'année passée où les 2 parents se disputaient l'enfant, le père et la mère. L'enfant était aussi, on a demandé à l'enfant où il a dit chez la mère. Mais le monsieur à 7 ans, il avait le droit de récupérer l'enfant. Il est revenu ici avec les gens, la justice et ceci. On a récupéré l'enfant. Mais l'enfant n'a même pas fait tout le premier trimestre, sa fille n'écrivait pas. Hormis la vigilance accrue requise, les salles de classe des tout-petits doivent avoir quelques particularités permettant de susciter l'éveil. Les infrastructures sont les mêmes, à la seule différence que ces salles maternelles sont décorées. Donc il faut une décoration particulière, coloriée, attirante pour pouvoir recueillir ces tout-petits qui viennent de la maison et qui n'ont jamais eu l'idée de l'école. Il est également exigé, entre autres une pharmacie, des toilettes propres, des salles de classe entretenues. Les parents ont aussi leur partition à jouer pour le bien-être des enfants. Indispensable donc de penser au plan goûter et hygiène. La grâce que j'ai, c'est que mon garçon, il est tout petit, je vais faire pipi et grâce aux maîtresses, parce que quand il allait l'année dernière, il avait la coupe de fan avec ça. Mais encore, faut-il le rappeler, la maternelle débute à 3 ans. Pour les psychologues, une scolarisation précoce débouche sur des troubles de comportement. Alors, scolarisation très tôt, les parents, d'après ce que nous disent certaines directrices, c'est que... Prennent la place des nounous, oui, carrément. Donc, et là, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? La maîtresse qui devient nounou, la salle de classe qui se transforme en crèche. D'ailleurs, les parents ne savent pas quelle est la différence entre les deux. Oui, les parents ne savent pas que dans une crèche, l'enfant vient pour s'amuser, dormir, manger. Et dans une salle de classe, l'enfant vient pour jouer et apprendre aussi quelque chose. Les parents ne font pas cette différence, mais cette précocité de la scolarisation crée d'énormes problèmes aux enseignantes. Parce qu'elles doivent... Vous parlez en connaissance de cause. Oui. Je m'attendais à ce qu'on arrive à ça. Beaucoup de difficultés parce que la maîtresse joue en même temps le rôle de nounou et le rôle de la maîtresse. L'enfant, elle doit pouvoir, en besoin, en termes d'affection, aux besoins de l'enfant, elle doit pouvoir en termes de connaissances, aux attentes des parents. Donc ça devient très très difficile à gérer, vraiment difficile. Et je profite de cette occasion pour dire aux parents que l'école, ce n'est pas un lieu pour accueillir les tout petits qui n'ont rien à faire à la maison. C'est vraiment... certains parents ont quand même des excuses, enfin des excuses qu'ils nous ont données. Ils disent que l'enfant est récalcitrant et à l'école, il va se calmer. Est-ce vrai? Il s'adoucit. Au contraire, s'il est récalcitrant, il faut savoir pourquoi cet enfant est récalcitrant.
et chercher à résoudre le problème et non l'envoyer à l'école. Le milieu scolaire est un milieu très agressif pour les enfants. Il faut s'affirmer, il faut trouver son milieu vital où les autres n'interfèrent pas avec ses besoins, ses activités. C'est très difficile. Souvent, c'est comme une jungle. Et donc, dans ce contexte de scolarisation assez jeune, peut-être pas précoce, il faut un certain nombre d'encadrements. Aujourd'hui, on parle de 2 maîtresses par classe. À quoi est-ce que ça sert exactement? 2 maîtresses par classe, les maîtresses vont se relayer. Il y aura des moments où les tout petits auront besoin d'aller aux toilettes, pourront se changer, auront un problème, pourront se salir. Il y a une maîtresse qui peut s'en occuper, tandis que l'autre dispense les leçons, les connaissances, ainsi de suite. Et le rôle peut être permuté. On va parler des conséquences, mais moi j'ai une question très importante. Combien d'enfants est-ce qu'il faut dans une salle de maternelle? Je dis selon la loi, combien d'enfants? Et maintenant, on va vous dire ce qu'on a vu sur le terrain. Selon la loi, on peut 20-25 élèves. Ça, c'est selon la loi. Donc, loi. Ça s'adresse aux mamans. C'est-à-dire que normalement, dans les salles de classe, on doit avoir 25 élèves dans les salles de maternelle. Oui, mais on retrouve des salles de classe où il y a 30 et même plus, 45. 40 même. Voilà. Et moi, j'aimerais revenir sur une question quand même, Madeleine Lobet. Que devient la maman à ce moment-là, puisqu'il y a la maîtresse qui joue déjà le rôle de la nounou, de la maman même à un moment donné, et de l'enseignante. Alors, le rôle de la maman revient c'est lequel désormais, quand l'enfant est à la petite maternelle? En fait, la maman doit continuer le travail commencé par la maîtresse. Si l'enfant est au niveau du travail, par exemple l'éveil des connaissances ou de certaines aptitudes, la maman doit continuer cette activité à la maison après l'école. Et en même temps, pouvoir en affection à son enfant. Ah ben. D'accord, parce que hier, moi je me souviens qu'un de mes petits-neveux, lorsque la maîtresse, qui a à peine 4 ans, lorsque la maîtresse a dit ceci, il ne change pas, ça veut dire, il dit que la maîtresse a dit qu'on dit piétiner, alors sa maman lui dit, mais non, on dit piétiner, c'est la maîtresse qui a dit, il a fallu qu'on reparte voir la maîtresse pour que la maîtresse lui dise, mais non, c'est piétiner pour qu'il comprenne. Alors je vais dire, à un moment donné, on a comme l'impression quand même que la maîtresse prend le rôle qui est au-dessus et c'est à elle que revient tout maintenant. Alors, est-ce que le fait d'aller plutôt justement faire en sorte que la maman n'ait pas le temps de donner une certaine éducation à son enfant? Et d'installer peut-être aussi une complicité entre les deux? En fait, à cet âge-là, l'enfant réalise que c'est la maîtresse qui connaît tout. C'est la maîtresse qui lui fait découvrir certaines connaissances que la maman n'a pas pu lui donner à la maison. Alors l'enfant fait entièrement confiance à la maîtresse. Si la maîtresse prononce mal, c'est pour ça que le modèle d'être d'un enseignant est primordial dans le travail de l'éducation. Si jusqu'à la façon de parler, jusqu'à la façon de se tenir, les enfants imitent leurs enseignants. Donc, c'est très, très important que le référent soit le bon. Voilà. Est un bon modèle de comportement. Oui, voilà. On va parler d'autre chose à présent. Quelles sont les conséquences, donc, justement, de cette scolarisation précoce? Et finalement, combien ça vous coûte, vous, quand vous allez inscrire votre enfant à la maternelle? Est-ce que c'est un peu moins élevé? Est-ce que les coûts sont un peu moins élevés que si votre enfant avait été inscrit dans une crèche? On regarde. Mémoire faible, fatigue et problèmes accentués à l'adolescence sont quelques mots auxquels sont exposés les enfants précocement scolarisés. Cependant, loin de constituer un frein, cet aspect de la situation ne semble pas décourager certains parents. Quand vous avez un enfant qui s'exprime et qui court partout et qui veut s'occuper, il faut l'occuper. Un enfant à l'esprit vif rend généralement fier. Aujourd'hui, les enfants sont précoces.
Déjà, tu vois un enfant de 2 ans, il parle, il s'exprime très bien, comme le mien. S'il est là aujourd'hui, si je vous dis qu'il a 3 ans, vous allez dire non. Il s'exprime bien, il parle. Bon, pendant les vacances, là, on a eu un peu à travailler. Il s'est aussi déjà compté jusqu'à 10. Bien même, il sait faire des petites récitations. Puisqu'ils suivent la télé constamment, il voit aussi ce que d'autres enfants font. Soulignons tout de même que scolariser un tout petit n'est pas de tout repos. Car si leur ration alimentaire est 3 fois rien, Ça ne coûte pas grand-chose. Déjà, avec les enfants, déjà, on comprend parfois les petits repas. On les met dans les glaces. Puis, on peut donner les frais de scolarité en revanche grimpent au fil des ans. Les études à la maternelle coûtent cher. Parce qu'ils sont encore petits et il faut prendre plus de soin. Donc, donner un montant comme ça, je ne saurais donner parce que c'est beaucoup d'argent. Le prix des fournitures reste lui aussi inaccessible. C'est difficile comme vous pouvez constater, parce que là, depuis le matin, je fais que courir de librairie en librairie pour chercher des livres que je n'arrive toujours pas à trouver. Donc, je vais rentrer produire. Une situation difficile pour les parents, mais il faut s'en accommoder. Il est dès lors important de s'interroger sur la nécessité de scolariser les tout-petits. On évoquait tout à l'heure la problématique sur les conséquences autour de cette scolarisation précoce. Et vous disiez que ça ne se ressent pas tout de suite quand l'enfant est petit, et c'est en grandissant qu'il y a des conséquences sur le comportement de l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? On doit comprendre que déjà, il y a des étapes dans la perception de l'enfant. L'enfant doit passer du stade de la perception du concret au stade de l'abstraction. Donc, quand on inscrit très tôt, on scolarise très tôt un enfant, il y a une perturbation de ce processus-là. C'est un processus, par exemple... Et plus tard, qu'est-ce qui se passe plus tard pour cet enfant? Il se passe que la mémoire est trop faible. La mémoire de l'enfant est trop faible. Donc il a beaucoup travaillé quand il était trop jeune? Trop jeune. La mémoire est faible. Par exemple, actuellement, rares sont les enfants qui peuvent faire résoudre un problème à plus de 3 solutions. Je n'y ai pas compris grand-chose, mais... C'est-à-dire un problème mathématique qui aura plus de 3 opérations. Ah d'accord, ok. Alors, moi j'ai un problème parce que si ça les empêche d'être aussi intelligents ou sages, je ne sais pas. Alors, comment justifier le fait qu'on les appelle des surdoués? Parce que ceux qui vont à l'école très tôt, ceux qui réussissent à avoir leur baccalauréat peut-être à 14 ans, pourquoi ce sont des surdoués? Est-ce que après cela, justement, ils deviennent... Non, mais est-ce qu'ils le sont? Parce que c'est ça la question, voilà. la première question. Justement, c'est... l'homme de la rue qui parle de l'enfant surdoué. Ah, c'est un contraste. De l'homme surdoué. Déjà, avec les statistiques, on ne peut pas avoir plus d'un surdoué sur 1000 enfants. Non. Les enfants, ils s'adaptent. Ils ont un potentiel. Ils peuvent s'exprimer. Mais parler de surdoué, on ne peut pas. C'est une anormalité, être surdoué. Ah. Être surdoué, c'est être anormal, mais de manière positive. Donc, avoir des surdoués
à l'appel comme ça, c'est l'homme de la rue. Les enfants s'adaptent facilement, les enfants travaillent bien, les enfants arrivent à exprimer tant bien que mal leur potentiel. Mais parler d'enfants surdoués, c'est l'homme de la rue. Ça veut donc dire qu'on ne choisit pas un enfant surdoué, donc que les parents ne s'imaginent pas qu'en les envoyant à 1 an et demi, ils seront surdoués? Non, surdoué, c'est que l'enfant est au-dessus, très au-dessus de ce qu'on lui apprend. Parfois, n'arrive même pas à s'adapter parce qu'il est au-dessus de tout ce qu'on lui... Il a des prédispositions naturelles pour... Naturelles. Donc, un enfant qui comprend facilement ce qu'on lui enseigne, déjà, il a un répétiteur, il va à l'école, il a tous les manuels scolaires. Parler de surdoué, c'est un enfant qui travaille bien à l'école, tout simplement. Dans les statistiques, on ne peut pas avoir plus d'un surdoué sur 1000 enfants. Et donc, finalement, il y a cette scolarisation précoce. Maintenant, il y a ce fait très à la mode qui consiste en ce que l'enfant ne fasse pas la classe de cours moyen 1 plutôt qu'il aille au cours moyen 2, ou alors qu'il fasse son CEP au cours moyen 1 plutôt. Donc aujourd'hui, on a cette, je ne sais pas moi, cette propension à traverser les classes, à faire traverser les classes aux enfants aussi. Oui. C'est juste pour sortir, c'est pas le même sujet, mais je voulais juste le ministère de l'Éducation de base combat avec la dernière énergie cette façon de faire. Parce que si vous voyez au niveau du secondaire, le taux d'échec qu'il y a au niveau du secondaire vient tout simplement parce que les enfants n'ont pas bien assimilé les leçons du primaire. C'est au niveau du primaire qu'on met la fondation. Et vous pensez que l'âge de la rentrée justement pour ces tout petits est à l'origine également de cet échec au secondaire? Tout à fait, tout à fait. Ils arrivent au secondaire avec une mémoire fatiguée. À notre époque, il y avait très peu de répétitions. On allait à l'école et on faisait les devoirs, mais il y avait les meilleurs élèves. Les élèves passaient leur concours. Les élèves entraient dans des grandes écoles sans être pistonnés par tel ou tel autre. Mais aujourd'hui, c'est rare. C'est rare, l'enfant doit être répété tout le temps. Mais dès qu'on le lâche, il ne peut rien. Tout simplement parce que la mémoire est faible. Donc ça veut dire que de toutes les façons, il faut une surveillance accrue, non seulement au niveau de l'âge d'entrée dans les écoles, mais également au niveau justement de cette mode à traverser les classes que les parents ont aujourd'hui. D'ailleurs, avec cette rentrée scolaire, moi, dans une école, j'ai vu à peu près au moins une dizaine d'enfants qui ne vont pas faire le cours moyen 1, mais qui vont aller au cours moyen 2. La direction a accepté cela. Donc, voilà, ça se fait au vu aussi de tous. Voilà, vous, en tant que psychologue, vous nous dites, mais non, on laisse l'enfant. Il faut laisser l'enfant. Et il y a un autre aspect, c'est que l'adolescence des enfants scolarisés très tôt est très perturbée. L'enfant doit jouer, manger. Il y a un âge naturel pour l'acquisition des connaissances, même au village. Dès 5 ans, 6 ans, l'enfant écrit sur le sol, l'enfant écrit au mur, l'enfant écrit partout. Ce moment-là coïncide exactement avec l'âge de 5-6 ans. Voilà, vous avez peut-être le prétexte selon lequel à la crèche ça coûte un peu plus cher qu'à l'école et donc vous préférez aller à l'école, mais sachez que c'est différent. Ou encore que non, apprendre une nounou ça va coûter un peu plus cher que de laisser l'enfant à l'école. Voilà. Donc il faut prendre la mesure des choses avant d'agir. C'est terminé pour cette première partie. Merci Madeleine Lobé d'être venue sur ce plateau. Ça fait un plaisir. Merci, merci Clara. Avant la rentrée des classes, nous sommes allés dans les marchés voir ce qui s'y passe. Quelles sont les propositions de sacs? Comment est-ce que les mamans font pour acheter les sacs? Sur quelle base, justement, est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'en fonction d'une fille ou d'un garçon, on achète un sac différent de l'autre? Regardez le reportage. À la rentrée scolaire, nos petits bouts de chou réclament souvent avant toute chose un nouveau sac. Et les sacs, dans nos marchés cette année, il y en a. Tout dépend du choix des parents. Quand c'est les enfants de l'école primaire, ils demandent généralement les dessins animés qui sont à la mode, Ben 10, Spider-Man, les sacs princesses, les Dora. Par rapport au type de sac, ça dépend d'abord des moyens de chaque parent. Mais moi, principalement, j'aime acheter les sacs qui coûtent moyennement cher.
Parce que j'estime qu'en achetant ce qui coûte trop moins cher, ça ne met pas long. Donc, généralement, j'achète les sacs qui varient entre 5 000 et 8 000. Parce que j'estime que l'enfant pourra... J'ai déjà expérimenté, quoi. L'enfant pourra quand même finir son année scolaire. La classe et le sexe de l'enfant déterminent la décision. Les plus petits sacs, c'est pour les enfants de la maternelle, les moyens pour la CIL. Et puis à partir du CE1, comme les fournitures sont un peu beaucoup, on prend aussi les sacs qui sont un peu, comment dirais-je, des cartables par exemple, parce que ça a plusieurs compartiments. Chez les filles, j'aime prendre les couleurs vives. Et ça varie aussi selon les tenues scolaires. Donc chez les filles, généralement, je prends la couleur, je peux prendre la couleur rouge, la couleur rose. Et chez les garçons, je préfère les couleurs sombres. La grosseur des sacs varie en fonction de la classe que l'enfant fait. Par exemple, les enfants qui font l'école bilingue, généralement utilisent les gros sacs. Les parents disent acheter le sac de classe pour une durée relativement longue. Pour cela, l'on doit savoir discerner. Reconnaître la bonne matière des sacs déjà, c'est au niveau des fermetures. Regardez par exemple ici. Les fermetures sont d'abord bien faites et la grosseur des fermetures. Et la matière, tu juges un sac par rapport à la matière avec laquelle on a travaillé ce sac. Certains vendeurs déclarent qu'une bonne frange de parents préfèrent des sacs issus de la friperie. Deuxième partie de cette émission avec Marie-Léonie qui nous a rejoint. Scène, bonjour. Bonjour Clarence, journaliste. Marie-Léonie. Alors Marie-Léonie, on va commencer par cette actualité autour de la rentrée scolaire à Maroua et à Mora. Oui. Il s'agit de Youssouf Adidja Alim, ministre de l'Éducation de base, qui a choisi la région de l'extrême nord pour lancer officiellement la rentrée scolaire 2014-2015. Cela s'est fait le lundi 8 septembre 2014. Alors, à ses côtés, le gouverneur de la région, Midiyawa Bakari. La ministre a précisé que le choix de cette région n'est pas fait au hasard, en s'appuyant sur le thème choisi cette année, à savoir amélioration des performances pédagogiques, des enseignements pour des meilleurs résultats. Elle a également expliqué que cet appel à une mobilisation nationale et totale, non seulement pour le pays, mais surtout pour cette région victime de crise. Par la même occasion, elle a apporté un appui matériel didactique et hygiénique aux écoles du Mayo Sava, Logon Echari et Mayo Sanaga. Juste pour rappeler, en espérant que ça a changé, que certaines écoles n'ont pas encore ouvert leur compte parce que justement les déplacés sont encore nombreux, les déplacés de Kolofata à cause justement des sévices de Boko Haram. Et on parle de cet enfant cette enfant commerçante qui a été tuée. Oui, c'est au bout de 3 jours de recherche que le corps de Matson Alliance a été découvert. L'adolescente se livrait au petit commerce. Elle quittait le domicile familial tous les jours pour proposer ses brochettes dans la rue. La jeune fille de 15 ans est partie de la maison pour la dernière fois le dimanche 31 août 2014 dernier. Elle n'est jamais revenue. Sa maman s'est lancée à sa recherche au sein des hôpitaux, des radios et des commissariats sans résultat. C'est l'odeur putréfiée de son corps qui alertera les riverains du quartier Songmao. L'horrible trouvaille laisse donc constater que les yeux de Alliance ont été crevés et les premiers éléments de l'enquête privilégient la piste du viol. On va terminer avec cette actualité. Cette dame qui déshabille et frappe la maîtresse de son époux. Oui, l'incident a eu lieu le dimanche 31 août 2014 au Nigeria. La dame a surpris son mari avec une jeune fille de 23 ans. Le mari surpris a réussi à s'échapper, mais son amante, quant à elle, a été laissée à la merci de la dame et de ses 6 amis. Elles l'ont passée au tabac. Un témoin de cette scène déclare qu'elles étaient sans pitié. Elle voyait bien que le flux de sang qui coulait entre les jambes, mais ça ne les a pas pour autant arrêtées puisqu'elles ont continué à la bastonner, l'ont filmée toute nue en l'obligeant à danser.
C'est l'arrivée de la police qui a mis un terme à cette scène et a mené le gang des 6. Un véritable supplice. Un véritable supplice, comme le dit ma très chère. Nous parlons à présent de la rentrée scolaire au pouvoir d'achat réduit. Vous savez que depuis la hausse du prix du carburant, les parents se plaignent de ce qu'il y a augmentation des denrées de première nécessité, mais pas que. Dans les écoles, donc, les enseignants et donc les encadreurs, les fondateurs ont pris sur eux de faire une augmentation de coûts. Comment ça se passe? On regarde. À la veille de la rentrée scolaire, pour certaines mamans, c'était déjà le dépit. Je ne sais même pas si moi je vais trouver un franc que ma fille rentre à l'école. Dans l'établissement de ma fille, on devait changer même la télé. Les chaussures même sont choisies. Donc je ne sais même pas par où commencer. Le début des cours étant déjà effectif, le constat est clair, on ne peut que subir la hausse des prix dans les établissements scolaires privés. On n'a pas de choix. Pour les parents, cette augmentation est habituelle, on ne peut que s'y conformer. Certains quartiers y étant propices. Dans les familles, on pointe du doigt la hausse du prix du carburant avec effet immédiat pour cette rentrée scolaire, la hausse des coûts de scolarité et des fournitures scolaires. Après ce reportage, bien entendu, idée reçue. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette idée. On ne balaie pas les pieds d'une jeune fille. Oh oui, ma très chère. Ma très chère, de quoi s'agit-il encore? Ça, c'est une idée que nous avons reçue, comme toujours, de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres. Jamais il ne faut balayer les pieds d'une jeune fille. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est ce qui va se passer le cas échéant. Et elle est interpellée ici, cette jeune fille. Pourquoi est-ce qu'on aurait l'intention de balayer les pieds d'une jeune fille, au fait? En réalité, ma très chère, j'aimerais déjà savoir si toi, tu fais de jolies et belles filles à la maison. Tu aurais envie de les voir demeurer vieilles filles? Non. Oui. Ça te décevrait énormément. Absolument. Alors, ça peut se passer par mégarde. On peut balayer les pieds d'une jeune fille, vraiment pas parce qu'on a envie de le faire. Généralement, parfois une petite paresse, on est assise, alors il y a quelqu'un qui fait le ménage et puis qui balaye et puis on n'enlève pas ses pieds. Ce simple geste vient de vous clouer, Marie-Léonie. Je comprends. Est-ce que Marie-Léonie en a été victime? En fait, elle le dit d'une façon un peu désemparée. Si jamais vous êtes assise quelque part, vous jeunes filles qui écoutez, qui regardez Canal 2 International à cet instant précis, vous êtes assise quelque part et qu'il y a une personne avec son balai, surtout le balai de ce genre du village là. Ah non, notre balai, on l'utilise tout le temps, même ici. Alors faites gaffe parce que... Et puis la méthode, le balai, c'est... Voilà, on arrange un peu. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais dire à ces jeunes filles qui sont juste à côté de la personne qui fait ce ménage, de creuser une bonne distance entre le balai et elle. Parce que si jamais ce balai les touche, c'est la poisse totale. Ah bon? Oui. Parce qu'est-ce qui va se passer? À l'ouest, à Tchang ou à Bafang, selon des personnes que nous avons interrogées, les ancêtres disent que si jamais vous prenez la vilaine habitude de vous faire balayer les pieds, jeune fille, vous n'irez jamais à un mariage. Parce que cette personne-là qui est en train de balayer vient juste de balancer avec son balai votre seule chance de rencontrer votre prince charmant. Alors, vous comprenez donc que si jamais vous avez envie un jour de fonder une famille heureuse dans un ménage, évitez de vous faire balayer les pieds. Les ancêtres nous le disent tout le temps. Nous, on ne fait que vous transmettre ce que les ancêtres disent. Mais c'est à vous de voir si vous devez suivre ou non ce que nous disons ici. Mais en tout cas, jeune fille, vous êtes avertie. Se faire balayer les pieds, c'est rater la seule chance de pouvoir se marier normalement dans cette vie. Voilà. Ah, c'est tellement bien dit. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un balayer,
Éviter le balai, c'est aussi simple que ça. J'ai retenu. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Non, j'ai retenu. Ah, d'accord. Et là, comme elle s'est fait balayer les pieds, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? En réalité, je ne dirais pas qu'il se fait trop tard pour elle. Peut-être aller voir son grand-père. Oh, oui, mais à ce moment-là, il fallait simplement que la personne prenne ce même balai et le frappe 2 fois au sol pour dire, bon d'accord, j'enlève cette malchance que je viens de te donner. Donc la prochaine fois... La personne te refaire ça maintenant? Non, là je vais demander aux ancêtres. Alors, l'idée reçue a été retenue. On l'espère en tout cas. C'est terminé pour cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accompagnés pendant ces minutes agréables dans le Saré. On se retrouve la semaine prochaine. Nana